Approchez, je vais vous montrer le terrain où nous allons travailler. Nous sommes ici, à peu près au centre d'un triangle, Rodez, Aurillac, Saint-Flour, près de la vallée de la Truyère, dans le département de l'Aveyron. Vous voyez en bas, à gauche de la carte, le grand barrage de Sarance, en voie d'achèvement. C'est ici que seront arrêtées les eaux de la Truyère. Voici ce qu'était cette rivière avant les travaux en amont du barrage. Bien peu de choses. Et ce qu'elle deviendra lorsque le barrage sera achevé. Un lac immense de 35 km de long, ce qui fera un réservoir de 300 millions de mètres cubes d'eau. Ce reportage filmé, diffusé et écrit que nous allons réaliser porte sur la plus importante usine d'énergie électrique du monde. Elle est due à l'esprit d'entreprise et au génie français. Nous sommes fiers de la posséder au plein cœur de notre pays. Et maintenant, commençons. Prêt pour le chant? Voici à cheval, sur les départements de l'Aveyron et du Cantal, la pittoresque vallée de la Truyère. Connaissiez-vous cette petite rivière coulant parmi des bois de châtaigniers, riche en truies, aux eaux de laquelle, avant l'arrivée des hommes, venaient se désaltérer des sangliers? Elle n'avait pas d'histoire et ne figurait pas pour grand-chose sur la carte. Vieille rivière d'un vieux pays, pouvait-elle s'attendre à la célébrité qu'est la sienne désormais? Un jour, il y a de cela près de 10 ans, sont venus des hommes qui n'étaient pas seulement des touristes et des pêcheurs. Ils sont venus lever des plans. C'était la condamnation de cette calme sauvagerie. Mais tout était à faire, les routes et les cités. Les difficultés commencent. Premier problème, il s'agit de trouver la pierre. Car on ne fait une montagne qu'en en démolissant une autre. Le règne de la poudre commence. Messieurs les artificiers, à vos pièces. Bien à l'abri. Observons sans danger l'effet des explosions. Voici de magnifiques geysers. Changement de spectacle. Voici la pluie de cailloux. Et maintenant, on va tirer le bouquet. 5000 kilos de dynamite. Et tout au long du jour, les convois se succèdent sur un rythme accéléré, allant vomir leur chargement dans les silos.
Ici, nous ne sommes pas à pied d'heure. Nous sommes à des kilomètres du grand chantier. Nous ne passerons aisément que par les chemins du ciel. Et c'est dans le dévidement et dans l'enchevêtrement des fils énormes, au long desquels glissent sur nos têtes les bennes portant le ciment ou la pierre, une large toile d'araignée dont le cœur est là-bas à Sarance. De matière aura été digérée quand le barrage de Sarance sera terminé. Nulle main humaine n'aura touché ni au ciment, ni à la pierre, ni au sable. Le béton coule régulièrement par les larges bouches des goulottes. Il tombe à l'endroit précis où des ouvriers n'ont qu'à l'étaler dans les coffrages. Petite promenade aérienne. Nous survolons maintenant le barrage, installé à bord d'une des bennes suspendues au long du fil tendu d'une rive à l'autre, sur une portée de 450 mètres. Ainsi nous apparaissent tous les détails de cette immense muraille, dont le sommet, vous le voyez, constituera une magnifique route de 6 mètres de large. L'heure du repas. 3000 ouvriers travaillent jour et nuit dans ce chantier. Français, Italiens, Polonais, Serbes, Arabes, Portugais, Espagnols, Tchèques, que sais-je. Un moyen original d'aller déjeuner par les chemins aériens des goulottes à 150 mètres du sol. J'ai l'honneur de vous présenter les goulottiers, grands maîtres des goulottes. Je me suis documenté à votre attention sur ces hommes que l'on transporte dans le ciel avec quelques désinvoltures. Ayant pris place à côté d'eux, dans la benne qui les emporte, nous survolons les goulottes, ces gouttières de 60 cm que vous voyez et dans lesquelles glisse le béton. Les goulottiers ont pour mission de surveiller l'écoulement du béton, car le moindre engorgement précipiterait des centaines de kilos de cailloux sur les camarades qui travaillent en dessous, à 150 mètres de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. Les goulottiers sont presque tous bretons. De naissance, ils ont naturellement le pied marin. Sans crainte de vertige, ignorant du trac, leur travail ne consiste pas seulement dans la surveillance des goulottes. Ils doivent aussi les assembler, montage particulièrement délicat. Encore plus hardis que les trapézistes de cirque, ces acrobates travaillent sans filet à 150 mètres de haut. Au-dessus du formidable mur du barrage, qui chaque jour prend corps, voici dans le ciel
l'étrange et paradoxale colonie des Goulotiers. Encore des acrobates, d'autres artistes de l'escalade, les électriciens qui installent les lignes au sommet des pylônes de transformation. Celui-ci Il a fallu 100 millions d'années à la nature pour creuser cette vallée. 4 ans suffiront aux hommes pour la barrer. Certains barrages résistent à la pression des eaux par leur profil. Ce sont les barrages voûtes. Ici, la légère incurvation du barrage est secondaire. La configuration du terrain a conduit au choix d'un autre type de construction, le barrage poids. Au lieu de ruser avec l'eau, on lui oppose une puissance supérieure. C'est par sa masse seule que cette montagne artificielle tiendra. Un seul matériau, le béton, granit moderne, pierre, ciment et sable. La pierre, on la prendra dans une carrière de basalte à 3 km du barrage. « 5000 kilos de dynamite. Wagon, benne, pelle, transporte la pierre jusqu'à la centrale de béton où elle est mélangée avec le ciment et le sable. Au sortir des bétonnières, c'est par tapis roulant que le béton est amené jusqu'au poste central de distribution. Il est ensuite réparti dans tout un réseau de canalisations aériennes, les goulottes, dans lesquelles il glisse jusqu'aux emplacements où s'effectue le coffrage. Le montage et la surveillance des goulottes constituent le plus délicat de ce travail gigantesque. Qu'une de ces artères fragiles, 60 cm de diamètre, vienne à s'engorger, ce serait une pluie de cailloux de plus de 100 mètres de hauteur. Hauteur exacte du barrage, 105 mètres. Longueur en crête, 220 mètres. Volume, 450 000 mètres cubes. Poids, 1 100 000 tonnes. 1500 ouvriers, 30 mois de travaux. Source, rue, ruisselet, mystère de l'éclosion, fraîcheur de l'enfance, charme des lents grandissements. Nous les retrouvons devant la naissance d'une rivière, ce phénomène naturel et presque vivant dont la poésie est à la fois celle des choses et d'un être. Les fées ont mis
de riches présents dans le berceau de la Truyère. Ciel nuancé d'Auvergne, châtaigniers ombreux, truites d'argent. Saint-Flour, au toit d'ardoise, nourrice maternelle dont les cloches romanes chantent à la rivière enfant une vieille chanson de France. Et le viaduc de Garabit, merveilleux jouet moderne, comme un gigantesque mécano construit par Eiffel lui-même. C'est un peu après Garabit que se fait sentir le remous, pour employer le terme technique. C'est-à-dire que la rivière commence de grossir sous l'effet de la retenue des eaux. Pont de Tréboul et son arche de pierre, tel qu'il était autrefois, et le pont métallique qui l'a remplacé, car il a fallu joindre les routes qui traversaient la vallée et qui ont été coupées par l'inondation. Le village de Tréboul tout entier, englouti par les eaux. Étonnante réalisation de l'histoire légendaire de l'Atlantide ou de la ville d'Is. Les cloches noyées ne sonnent pas ici. Les évocations des coins aujourd'hui disparus sont sans mélancolie. Déjà, cette immense nappe liquide de 35 km de longueur s'est intégrée au paysage. Du cataclysme déclenché par les hommes est sortie une beauté nouvelle. Désigner ce lieu pour le rôle de réservoir. Rivière à faible pente, vallée avec élargissement, et à l'entrée des gorges où l'on a bâti le barrage, un goulot étroit. Dans la région de l'hospice de la Devèze, le lac atteint sa largeur maxima avec des fonds d'une centaine de mètres. « 300 millions de mètres cubes, 300 milliards de litres sont accumulés ici. Cette réserve d'eau permet d'assurer aux centrales hydrauliques un débit moyen de 40 mètres cubes par seconde. Et comme cette eau dérivée est transformée en lumière et en force, ce lac est en somme un immense stock d'énergie électrique de 125 millions de kilowattheures.
Pour éviter qu'en période de grande crue, les eaux ne passent par-dessus le barrage, 2 souterrains évacuateurs ont été creusés sur la rive gauche par où peut s'engouffrer le trop-plein exceptionnel. Le barrage sert aussi de viaduc. Au pied du barrage, une première usine, Sarance, qui utilise la hauteur de chute du barrage lui-même. 3 groupes à axes verticaux, chacun d'une puissance de 52 000 chevaux. Puissance totale de l'usine, 115 000 kW. Après le barrage, l'eau va resservir grâce à une nouvelle dénivellation. Un bassin de régulation, celui de la Cadenne, alimente la deuxième usine en chapelet sur la première, celle du Brézou. Une partie seulement est à l'extérieur. La partie essentielle est dans une excavation creusée à 300 mètres sous terre dans un massif de granit compact. On y descend par une galerie de 300 mètres de longueur avec une pente de 60%. Cette galerie aboutit à une nef souterraine de 75 mètres de long, 14 mètres de large et 13,50 mètres de haut, entièrement revêtue de mosaïques. Les 6 excitatrices géantes. L'eau tombe à pic par les conduites forcées d'une hauteur de 250 mètres. Elle actionne les aubes des turbines. Les turbines entraînent les alternateurs à 500 tours par minute. Par une galerie spéciale remontent 36 câbles de courant triphasé à 15 000 volts. Ils aboutissent à la plateforme de répartition où de gigantesques transformateurs élévateurs porteront le courant à 220 000 volts. De ce portique, les lignes de haute tension l'amèneront à 500 km de là jusqu'à la capitale. Ce poste est également en jonction avec les grandes usines électriques des Alpes dont le régime hydraulique glaciaire est complémentaire de celui du Massif central. Ainsi, au cœur de la France, Sarance, véritable réserve nationale, est un des maîtres maillons du grand réseau qui distribue dans le pays entier, avec la force et la lumière, un élément de progrès économique et social.